Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais en compagnie de Paul-Marie Couteau, diplomate de formation. Vous avez été conseiller de Jean-Pierre Chevènement, de Boutros-Ghali, de Philippe Séguin. En tant qu'auteur, vous avez toujours fait résonner la corde nationale, que vous écriviez sur Clovis ou sur le général de Gaulle. Votre dernier livre s'intitule d'ailleurs De Gaulle, espérer contre tout. C'est une lettre ouverte à Régis Debray. Christine Tazin, vous avez été professeur agrégé de lettres classiques. Vous êtes à la retraite depuis 2 mois. Vous êtes présidente de Résistance républicaine, une association en dehors des partis politiques qui entend, je vous cite, défendre la République française contre l'islamisation. Vous avez été l'une des organisatrices en juin 2010 du très controversé apéro saucisson pinard dans le quartier de la Goutte d'Or, qui a été interdit et s'est transformé en rassemblement sur les Champs-Élysées. Et vous écrivez dans Riposte laïque, le journal en ligne. Gilles William Goldnadel, vous êtes avocat, vous présidez l'association Avocats sans frontières et l'Alliance France-Israël. Vous êtes l'auteur du Nouveau bréviaire de la haine et des martyrocrates. Aujourd'hui, vous publiez Réflexions sur la question blanche, où vous attaquez, je vous cite, à la détestation que subit l'homme blanc occidental, jusque dans la manifestation de son identité nationale. Alain Gérard Slama, vous êtes éditorialiste au Figaro, professeur à Sciences Po, où vous dispensez un cours d'introduction à la pensée politique. Votre dernier livre s'intitule La société d'indifférence. Gaël Bostier, vous êtes politologue, vous publiez avec Jean-Philippe Hulin un voyage au bout de la droite, des paniques morales à la contestation droitière, dans lequel vous expliquez les spécificités de la droitisation actuelle, la droite ayant selon vous gagné le combat pour l'hégémonie culturelle dans les sociétés occidentales. Ouria Boutelja, vous êtes présidente, porte-parole des indigènes de la République, qui luttent, je vous cite, contre les inégalités qui cantonnent les Noirs et les Arabes à un statut analogue à celui des indigènes dans les anciennes colonies. Emmanuel Todd, vous êtes politologue, démographe, historien. Vous êtes l'auteur de L'illusion économique, un essai sur la stagnation des sociétés développées, du rendez-vous des civilisations avec Youssef Courbedj et d'après la démocratie, un essai plutôt pessimiste sur la France contemporaine. Et je vous propose de commencer tout de suite par les sondages. Ils se sont succédés. Ils ne donnent pas tous d'ailleurs le même résultat. Regardez. Selon un sondage du Parisien, et pour la première fois, Marine Le Pen serait en tête au premier tour de la présidentielle. Avec les remous provoqués par ce désormais fameux sondage qui donne Marine Le Pen en tête des intentions de vote devant Nicolas Sarkozy et Martine Aubry, sondage remis en cause sur la méthode. Marine Le Pen, nouveau sondage, même résultat. La candidate du Front National écrase n'importe quelle candidate. C'est un véritable coup de tonnerre dans la vie politique française. Et ce nouveau sondage IFOP, publié aujourd'hui dans le quotidien François, il confirme la poussée du Front National, mais Marine Le Pen ne serait plus en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Elle serait en 3e position avec 21% et Dominique Strauss-Kahn arriverait en tête avec 29%, suivi de Nicolas Sarkozy, 23%. Dans le cas où Martine Aubry serait candidate, elle serait à égalité avec Nicolas Sarkozy devant Marine Le Pen. Bon, qu'elle soit à 21, 22, 23 ou 24% des intentions de vote au premier tour des prochaines présidentielles, Marine Le Pen semble d'ores et déjà séduire plus largement que ne séduisait son père, Jean-Marie Le Pen. Comment l'expliquez-vous Elle fait partie des rares personnes qui actuellement tiennent un discours de gauche, même sur les services publics, paradoxalement. Alors que le FN a été classé à l'extrême droite pendant très longtemps. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Et là, on a complètement un renversement des valeurs. Et puis surtout, je crois, elle a un discours vraiment laïque, républicain. Alors, il faut voir ce que ça va donner. Elle vient de prendre le pouvoir, on ne sait pas. Mais actuellement, au Front National, bien sûr. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va en faire du Front National. Mais actuellement, avec le discours qu'elle a, tout est effectivement ouvert, tout est possible. Et donc, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a un amour profond de la France et un amour profond de nos racines, de notre identité. Et c'est, je crois, une révolution qui est en train de se faire. William Goldnadel. Oui, je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit. Elle n'est pas mauvaise, elle est habile, elle est décorative, elle a un look jeune, elle est sans doute plus intéressée par le pouvoir que son papa.
Et sans doute aussi comme Couteau, je pense qu'elle surfe sur un déni général de la réalité qu'a accusé également, dans une certaine période, l'actuel président de la République. Tout ça nous donne un bon niveau de sondage. On verra par la suite. Ouria Boutadja. Je partage pas mal de choses que vous dites. Alors moi, Marine Le Pen, je la trouve très forte. Je trouve que c'est une bête politique. Et la différence qu'elle a, à mon sens, avec ses concurrents de droite et du Parti socialiste, c'est que ce n'est pas une faux cul. C'est-à-dire qu'elle assume, par exemple, son islamophobie. Elle l'assume parfaitement, et c'est vrai qu'elle répond à une angoisse qui existe dans la société française, c'est une évidence. Elle est droite dans ses bottes. C'est ça qui fait la différence. Elle est, c'est vrai, de ce point de vue-là, parfaitement extraordinaire. Il faut remonter au 11 septembre pour expliquer, si vous voulez, cette nouvelle période qui s'est ouverte et on a vu dans les médias une offensive extraordinaire contre les musulmans, par exemple. Et là, il faut rendre hommage, me semble-t-il, parce que au reste du champ politique français, puisque je ne crois pas qu'elle soit la seule responsable de son succès. Emmanuel Todd. Oui, c'est compliqué parce qu'il y avait des éléments explicatifs là sur lesquels tout le monde serait d'accord, en fait. Autant l'idée de délégitimation économique des classes dirigeantes, de perte de confiance dans les gens qui nous dirigent, qu'ils soient de gauche ou de droite, ça c'est sûr, je veux dire, c'est ce qu'on vit. Autant l'idée que l'islam ou l'islamophobie est le moteur, je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a vu en fait les dernières, si on se passe assez loin dans le passé, on a vu ces campagnes, en fait on a eu la thématique islamophobe existe. Je veux dire, c'est tout à fait fétide, en fait, ça vient de... Mais ce qui est caractéristique de cette thématique, c'est que contrairement à l'époque Le Pen, finalement, elle vient du haut de la société, de dirigeants affolés. Je veux dire, c'est Sarkozy qui a relancé, en fait, ces thématiques identitaires. Et la seule vérification qu'on puisse faire de la puissance de cette histoire identitaire islamophobe, c'est les dernières régionales qui ont marqué un crash complet de la droite et qui a abouti au fait que toutes les régions françaises, sauf une, l'Alsace, sont dominées par la gauche. Donc je crois que le phénomène de trou d'air, de vide, qui appelle l'apparition de quelque chose, il est certain. La délégitimation des classes dirigeantes qui n'arrivent pas simplement à avouer qu'il va falloir faire autre chose, c'est certain. Mais l'idée que derrière la poussée de Marine Le Pen, je ne m'intéresse même pas à son discours, hein, on est dans une montée en puissance de l'identitaire, de l'islamophobie, etc. Je ne suis absolument pas convaincu. Je veux dire, troublé et embêté. Et puis le vieillissement de la structure par âge explique probablement en Europe assez largement la dérive droitière du continent, puisqu'au-delà d'un certain âge, on dérive à droite, etc. Mais par contre, ce qu'on constate dans les générations jeunes, alors je ne sais pas à quoi on met jeune, allez, on va être sympa, on va mettre au-dessous de 45, comme ça on va tailler large, ou l'âge médian est à 40, je ne sais pas. Je veux dire, les gens se contrefoutent de ces histoires d'origine ethnique, d'islam. Ils sont habitués. Ils sont nés dans une France qui était beaucoup plus colorée, diverse en termes d'origine. Et ces passions fortes d'islamophobie, etc., c'est des trucs de vieux. C'est important. C'est important comme truc de vieux, parce que les vieux sont importants en France. Mais ce n'est pas l'avenir. Parce que quel que soit le nombre de vieux, on est sûr qu'à un certain stade, ça va diminuer. Je rejoins largement d'ailleurs l'analyse de M. Todd en ce qui concerne la délégitimation. Mais cette délégitimation, elle frappe, quand vous parlez des classes dirigeantes, aussi bien le politique que le médiatique. Aujourd'hui, les gens ne s'en laissent pas compter, y compris sur ce qu'on dit maintenant et ici. Et je crois quand même, au-delà du constat économique de M. Todd, et indépendamment du débat sur l'islam, l'islamophobie ou l'islamophilie, que la manière dont largement les classes politiques, la classe politique et la classe médiatique, n'ont pas voulu réfléchir sereinement, mais lucidement, sur les concepts tout simples d'État-nation, de frontières,
et de régulation des flux est essentiel pour expliquer la personne qui grimpe. Oui, je voulais dire qu'il y avait une phrase de Marine Le Pen qui était intéressante. Elle disait qu'on a déporté le peuple de France de son pays. Et je crois que c'est un élément fondamental qui explique sa montée. À savoir qu'il y a plus de souveraineté nationale avec Bruxelles. Il y a la mondialisation financière. Il y a Maastricht qui a tout fichu en l'air. Qui est vraiment le début de la fin. Quand on prive un peuple de sa monnaie, de son intégrité financière, ça va très loin. Et il y a la montée en flèche de l'islam qui remet tout en cause, effectivement. Quand j'entends, petite anecdote, une Cécile Duflot qui discute, qui est interviewée par un journaliste. Le journaliste lui dit « Quel est votre plat préféré ?» Et là, elle commence à dire « Ah, je ne peux pas vous le dire. » Comment ça? Non, non, je ne peux pas vous le dire, mon conseiller en communication me l'interdit. Bon, il finit par la tarauder et elle finit par dire « C'est le confit de porc. » Quand vous arrivez dans un pays à un moment où une femme politique en arrive à ne pas oser avouer qu'elle aime le porc, c'est que les choses sont graves, c'est que les choses vont très loin. Et là, on dit halte. Et il y a bien des raisons pour qu'effectivement le peuple ne fasse plus confiance à ses élites. Parce que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'il n'y a aucune islamophobie dans nos élites politiques. L'UMP et le PS sont au contraire des collaborateurs complets de l'islamisation de la France. Ils sont en train de nous vendre totalement et de remettre en question l'identité nationale. Il y a un concept qui revient assez souvent, malgré tout, dans les analyses des uns et des autres. C'est le mot de peuple. C'est le grand oublié de cette génération. On a quand même eu affaire à une génération et politique et économique, à une espèce de bourgeoisie, d'un cynisme fou, des inégalités qui ne cessent de croître, l'appel systématique à l'immigration pour des raisons d'exploitation sinistres, enfin sordides, et en même temps une bourgeoisie qui se fout tellement de la nation qu'elle parle anglais, qu'elle fait apprendre l'américain à ses rejetons, qu'elle les envoie dans les universités américaines ou chinoises, sans aucun souci de la nation et avec un vrai mépris du peuple, qui se souvient de l'État simplement quand ces bêtises financières font qu'elle est en train de capoter et qu'il faut que l'État, c'est-à-dire les impôts, c'est-à-dire le bon peuple, pallie aux stupidités, aux inconsciences du système financier. Ce cynisme des classes dirigeantes, des oligarchies, comme disait Emmanuel tout à l'heure, des oligarchies dominantes, relayées par des oligarchies politiques qui ne font pas leur boulot. Et c'est ça, c'est le syndrome Fouquet. C'est-à-dire qu'on a vu tout à coup un élu qui était dans les pattes du fric. Et 3 jours après, c'est Bolloré. Et ce syndrome-là ne s'est jamais démenti d'une certaine façon. Donc il y a une espèce de connivence entre toutes les oligarchies, avec un politique qui ne joue pas son rôle pour contrer ce que j'appellerais une bourgeoisie cynique, enfin, je ne veux pas l'accabler non plus, mais enfin, elle est d'un mépris du peuple tel que le peuple a été complètement largué, quel que soit culinaire ou la langue, quels que soient ses attachements, son territoire, ses intérêts, il a été complètement largué, oublié, c'est le grand oublié de cette génération. D'ailleurs, il y a eu un symptôme stupéfiant, c'est le nom... à la Constitution Giscard de 2005, il a reçu, ce pauvre peuple, une baffe dans la tête avec, 2 ans après, le traité de Lisbonne qui fait comme s'il avait dit oui. Enfin, il n'existe plus. Et en même temps, ceux qui l'exploitent, ceux qui le dominent par tous les moyens possibles, intellectuels, culturels, politiques, économiques, arrivent à vous expliquer que ceux qui s'opposent à eux sont antidémocrates et qu'eux sont les parangons, alors qu'ils se foutent du peuple, de la démocratie. À un moment ou à un autre, il faut que le couvercle explose. C'est exactement ce qui arrive. Alors moi, oui, je voudrais quand même quitter un peu le niveau des concepts. On n'est pas dans une conférence en fac et revenir au niveau de l'apéro, saucisson pinard, au niveau du peuple. Parce que le peuple, il a le droit de vivre, le peuple, il a des choses à dire. Quel mépris pour le peuple, si vous pensez que le peuple de France, c'est le saucisson justement, monsieur, et le pinard, c'est vous qui l'avez donné. Quel mépris du peuple français. Mais vous ne savez pas vivre, monsieur. Vous ne savez pas ce que c'est que l'identité et le plaisir de vivre. Non, c'est pas. Vous ne comprenez pas ça. C'est vous qui avez du mépris pour cela. Si vous dites que le peuple de France, c'est le saucisson
et le pinard, vous méprisez Alors, la je vous arrête parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent en ce moment et qui ne savent pas à quoi vous faites allusion. Vous étiez dans les organisateurs de cette... Alors, regardez, le moment où ça a été interdit à l'époque, l'apéro saucisson pinard. C'est ça. Et je reprendrai. La préfecture de Paris a finalement interdit l'apéro saucisson pinard qui devait avoir lieu dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement. Elle estime que cette manifestation pouvait entraîner un trouble à l'ordre public. L'apéritif organisé via Internet était prévu dans une rue proche d'une mosquée. Le rassemblement était soutenu par plusieurs groupes d'extrême droite. Christine Tazin. Voilà, donc on apprécie les plusieurs groupes d'extrême droite, puisque ni Riposte laïque, ni Résistance républicaine, ni le Bloc identitaire, ni l'Union gaulliste, ni la Ligue des femmes ne sont des groupes d'extrême droite. Mais bon, peu importe. Donc je ferme la parenthèse. À droite de l'extrême droite, le Bloc identitaire. Pas du tout, pas du tout. Non, c'est la droite populiste. Je suis désolée. L'extrême droite, c'est autre chose. Je pense qu'on y reviendra. C'est terminé, Christine Tazin. Je reviens là où j'en étais. Je veux dire, c'est revenir au quotidien de ce que vit le peuple. L'islamophobie, elle ne naît pas par peur. Je trouve que ça fait quand même des années qu'on prend les gens pour des imbéciles en disant, voilà, les gens sont islamophobes parce qu'ils ont peur de l'étranger, parce qu'ils ont peur de perdre leur maison, parce que, c'est pas ça. Les gens sont islamophobes parce que l'islam met en danger la République, met en danger la laïcité, met en danger notre identité. Quand vous avez le rapport Stasi de 2003, qui est repris par le dernier rapport du Haut Conseil à l'intégration, qui vous montre ce qui se passe dans les écoles, je parlerai que dans les écoles, où on ne peut plus faire cours d'histoire, on ne peut plus aborder la Shoah, on ne peut plus aborder Darwin, on ne peut plus... Et vous avez des tas de gamines qui demandent des dispenses qui ne vont plus en sport. Vous avez au primaire des parents qui interdisent que leurs gamins apprennent la musique. C'est quoi ça? Vous croyez que c'est la peur du chômage? Non, c'est le refus justement. Les gens voient qu'on remet en question totalement leur mode de vie, leur identité, leur tradition. Et ça n'est pas tolérable. Quand vous avez des gens... Pardonnez-moi, je n'ai pas lu le rapport Stasi, en tout cas je ne m'en souviens plus. Oui. C'est dans quelle proportion c'est arrivé ici et là ou c'est arrivé dans toutes les écoles? Alors c'était... on tirait vraiment l'alarme en disant que forcément, dans les... on va dire, dans les coins fortement islamisés, il y avait énormément de problèmes et que ça se généralise. Et dans le Haut Conseil d'intégration, il y a vraiment, on tire la sonnette d'alarme. Alors, j'ai mis quelques extraits sur le blog de résistancerépublicaine.info qu'on peut aller consulter, il n'y a aucun souci. Et c'est consultable sur le site de la documentation française. Donc, je n'invente rien. Et les gens, ils vivent ça. Ils ont leurs gosses qui sont à l'école. Ils ont leurs gosses qui ont des difficultés. Vous avez des enfants juifs qui ne peuvent plus être en cours parce qu'ils sont agressés, parce qu'ils sont persécutés au nom de l'islam. C'est quand même une réalité tout ça. Ça n'est pas un rêve, ça n'est pas une peur vague comme ça. Il n'y a pas de bouc émissaire. Il y a une réalité. Il y a une réalité qui est l'islam. Ça n'est pas une religion, c'est un système totalitaire. Moi, je dois dire, je n'en peux plus. C'est la 6e fois sur ce plateau que j'entends ces conneries. Je n'en peux plus. Je n'ose même plus répondre parce que je réponds sur la même. Je n'en peux plus. Je veux dire, c'est du délire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur un grand danger, un grand méfait qui est l'école. Et oui, je sais, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. L'école, un danger, un méfait? Eh bien écoutez, on va prendre l'histoire dès le départ. Et arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez tous réaliser dans quel danger nous sommes. Et j'espère qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons chercher les solutions pour éradiquer ce gros problème qui nous mènera à notre perte, qu'on le veuille ou non. Car la parole d'Allah est la vérité, la seule, et que nous devons respecter cette parole. Et nous devons l'appliquer. Donc sachez que le tawhid est le centre de gravité de notre communauté, la communauté musulmane, du noyau familial et du musulman lui-même. C'est par lui que la communauté reste groupée. C'est pour cela que les musulmans s'aiment, qu'ils soient proches ou lointains. Et c'est pour cela que les musulmans et les musulmanes, ils se marient et qu'ils fondent une famille. Si vous apprenez qu'une ville est touchée par une maladie très contagieuse, le meilleur moyen de se préserver de cette épidémie, c'est de ne pas y aller et de ne pas y envoyer votre famille. Les bergers que nous sommes ne peuvent se permettre de laisser leurs brebis
au milieu des loups, en espérant que celles-ci sauront se défendre face au danger. Tout ça pour vous expliquer que l'école de la République est un danger. Et en tant que berger, nous devons éradiquer ce problème. Notre but en tant que musulmans est d'éradiquer le shirk à la surface de la terre. Notre but en tant que musulmans est d'éradiquer le shirk à la surface de la terre. Allah nous dit: et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Sourate 2 Al-Baqarah, verset 193. Et cela se fait par les armes. Et cela se fait par les armes, par le prêche et naturellement par l'éducation. En effet, les enfants que nous laissons sur le droit chemin avec l'aide d'Allah seront un nouveau rempart contre la mécréance. Ils seront de nouvelles armes pour combattre le shirk. Soit on perpétue l'islam, soit on perpétue le shirk. Il faut qu'on choisisse. C'est pour Botelja. Non, mais sur la question de la rupture du pacte républicain social, effectivement, moi je crois qu'à partir du moment où ni la droite ni la gauche ne sont en capacité de proposer des alternatives économiques et politiques, et qui fassent que ce lien se retisse et que l'État soit en mesure de répartir la richesse, lorsqu'on sait aujourd'hui que, à cause des options libérales, les années 80, Parti socialiste, droite, etc., qu'aujourd'hui, ni la gauche ni la droite ne sont en capacité réelle de proposer des alternatives politiques, effectivement, c'est là que vient l'idée de proposer à la composante blanche. Alors, j'utilise blanc comme compris, Yann. Non. Ah bah blanche. Non. Le débat sur l'identité nationale, le débat sur l'islam, mais je reviens. C'est le même que celui que emploie William Goldnadel dans son livre sur l'homme blanc. C'est-à-dire, absolument, c'est-à-dire que ça, c'est ça, c'est le ressenti. C'est-à-dire qu'on propose à cette composante de la société une alternative qui est finalement l'appartenance à la nation, la fierté d'être blanc. Mais le problème, c'est qu'on le fait. Non, je dis qu'on le propose. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis qu'on le propose. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis qu'on le propose. On propose à la composante blanche de la société française au détriment. Non, mais laissez-moi terminer. Je propose peut-être la bande. Il n'y a pas de couleur en France. Le débat, je n'aurais pas le débat sur l'identité nationale, le débat sur l'islam. C'est une alternative au fait que les gouvernants sont en parfaite incapacité de proposer effectivement des alternatives et des projets sociaux globaux. Ils n'en ont pas les moyens. Et je reviens du coup sur ce thème qui, à mon avis, va faire Flores, qui est celui, et qui sera une arme en fait, qui est ce thème sur le racisme anti-blanc. Le thème du racisme anti-blanc, à mon avis, c'est une arme qui va avoir de plus en plus de pouvoir dans les années à venir, puisqu'effectivement, on est en train, de manière rhétorique, de transformer un rapport social. Je dis même de manière rhétorique, c'est-à-dire que ceux qui subissent réellement le racisme sont, par la magie de la rhétorique, deviennent ceux qui sont racistes et qui dominent. Et qui dominent. C'est un procédé rhétorique qui efface la réelle domination qui est exercée, la réelle domination qui est exercée sur une grande part de la société. Et là, je parle effectivement des gens qui vivent dans les quartiers populaires, les Maghrébins, les Africains, les musulmans, qu'on laisse à un niveau d'infra-citoyenneté. Bien sûr, c'est votre thème. Non, mais bien sûr, mais enfin, non, parce que le racisme, monsieur, est un système de domination. Non, mais le racisme est un système de domination. Le racisme est une des choses les mieux équitablement partagées. Absolument pas, je vous arrête tout de suite. Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne supporte pas. Non, je vous arrête tout de suite, je vous dis que je ne supporte pas. C'est une invention occidentale. Le racisme est un phénomène parfaitement bien identifié qui a commencé avec le fait d'avoir transformé les Noirs en biens meubles à l'époque de la traite négrière. Les Arabes n'ont pas fait l'esclavage des chrétiens. De racisme institutionnel, je vous parle de racisme institutionnel. L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Mais alors qu'en Occident, le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires.
Tidiane Diaye, j'ai presque envie de dire, chacune de nos rencontres provoque débat, puisque la dernière fois, je vous avais reçu pour un de vos livres, Les Falachas, la 13e tribu d'Israël. Vous êtes venu avec un nouveau livre, publié toujours chez Gallimard, Continent Noir, et vous l'avez intitulé « Le génocide voilé, enquête historique sur la traite négrière ». Vous employez le terme « génocide voilé ». Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que le titre était un peu faible. Oui, faible dans l'espace et dans le temps, surtout, puisqu'on a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Bon, mais si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé, en fait, aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés, et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui réussit à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabo-musulmans, on n'en trouve plus trace. Alors vous dites d'ailleurs... institutionnel, mais oui, mais dans il la est loi. très institutionnalisé aussi. Laissez-moi terminer. On ne va pas faire un débat sur l'esclavage, si vous êtes... Non, c'est pas ça. C'est pas un débat sur l'esclavage, on est en train de dire. On est en train de vous dire. Pour les Juifs, c'était. Non, mais on est en train, en gros, de nous dire que le racisme est une invention des Occidentaux, qui ne peuvent pas en être victimes puisqu'ils en sont les fondateurs. Et que, par conséquent, les victimes qui sont uniquement les Arabes ou les Noirs ne peuvent pas de toute manière être racistes. Ce qui est contraire Est-ce qu'on peut me laisser terminer parce que vous êtes à côté de la plaque. Si c'est parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis, mais je veux continuer sur... Terminez vite. Vous m'avez interrompu. Je disais que je ne supporte pas l'antiracisme moral. Je ne supporte pas, effectivement, l'idée que le racisme, c'est simplement une question de haine et de xénophobie de l'autre. Il y a des gens qui n'aiment pas l'autre. Et effectivement, c'est comme ça que pendant 30 ans, on a traité la question du racisme. Elle a été mal posée. La question du racisme a été mal posée parce que, précisément, est-ce qu'on peut faire un débat dans ce pays le sans racisme... entendre la messe antiraciste? Mais justement, je suis en train de vous dire que le racisme... Excusez-moi, le sujet, c'est Marine Le Pen. C'est un sujet politique, madame. Le racisme est au centre des préoccupations du Front National. Est-ce que je peux parler de politique? Ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique. Parce que dépasser le racisme, combattre le racisme, encore faut-il bien le définir. Eh bien, encore faut-il bien le définir. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. La question de l'identité nationale, elle doit être partagée par tout le monde et c'est là qu'il y a un déficit de connaissances. Pour définir non mais moi ce que je trouvais je vous laisse un peu comme ça, je vous la redonne juste après. Ce que je trouvais intéressant là dans l'échange, un mot quand même en réponse, pardon Emmanuel, mais un mot quand même, parce que je comprends ce que madame veut dire. Je pense qu'aujourd'hui dans notre monde virtuel, les fantasmes ont leur importance et nous avons vécu effectivement une période où l'obsession de la race, où l'obsession du racisme a été extrêmement forte. On ne parle que de ça. L'histoire des petites phrases, c'est ce qui meuble beaucoup en ce moment les médias. Ce qui insupporte le peuple d'ailleurs, parce qu'il n'est pas du tout sur ce logiciel-là. Non mais il se trouve qu'on vit, on alimente faussement, justement, l'opinion, justement, de ce critère-là. Au fond, l'extrême droite est au pouvoir.
Je ne crois Parce pas. que le racialisme ambiant, je suis désolé, je reprends tout à fait les thèses de Non, Jean mais attendez, Robin, j'ai pas fini. Non, mais j'ai pas fini. Au fond, je n'ai pas. Non, non, pardon. Une petite incise, Golnad. Très courte alors. Très courte, très courte. Regardez ce qui fait le bloc dominant, de la pensée dominante. C'est le mépris du peuple, c'est la racialisation qui n'intéresse pas du tout le peuple, en effet. C'est le refus du parlementarisme et le refus, au fond, du vote populaire, du suffrage universel. On a l'impression, je reprends la thèse de Jean Robin, dans son livre s'appelle « La véritable extrême droite », on a l'impression qu'au fond, la pensée dominante, elle, a tous les stigmates de l'extrême droite, et au fond, elle a utilisé comme un bouc émissaire ce pauvre Front National qui, d'une certaine façon, tel qu'il se présente, a bien des traits du libéralisme et de la démocratie authentique, bien plus établie. Le début était bien, mais là, ça va un peu loin. Non, mais quelle est l'hégémonie politique aujourd'hui? La racialisation, comme dit Golnadel, le refus de la démocratie, le refus de bien des débats. Ça, c'est ce qui domine aujourd'hui. C'est aussi les critères d'un extrémisme. L'émission va se terminer, je vous avertis tous. Donc, un mot parce que je trouve que l'explication de Todd, purement économiste, est un peu courte. On ne peut pas foutre non plus sous la table l'identitaire en disant bah c'est trop tard. C'est vrai qu'il y a eu un moment. Il y a eu un moment. Il faut que je réponde. Il y a eu un moment. Vous allez répondre, ce sera votre conclusion à chacun. Il y a eu un moment du débat sur l'immigration. On a dit mais de toute manière les problèmes démographiques c'est des fantasmes de beauf. Et puis maintenant on nous dit ah bah de toute manière circuler il n'y a plus rien à voir. C'est trop tard. Mais pardon, les gens encore sont préoccupés, de mon point de vue de manière encore légitime, par les équilibres démographiques et par la régulation des flux migratoires. Et si on ne souhaite pas que Mme Le Pen, Marine, continue de grimper, il faut s'en occuper sans avoir peur des fantasmes. Voilà. Je pourrais... Une minute. Voilà. Alors, en ce qui concerne la question identitaire, en un sens le plus général, et la question de l'angoisse identitaire, elle est très réelle, mais à un niveau, je dirais, méta-religieux. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où il n'y a plus de croyances religieuses, les catholiques ne sont plus catholiques, les laïcs sont complètement perdus parce qu'ils n'ont plus de catholiques à désigner comme des crétins qui croient encore en Dieu. Alors ils pensent avoir quelques musulmans sous la main pour se refonder, je dirais, dans leur tranquillité d'esprit de laïcard. Moi-même, je suis tout à fait laïque d'esprit, mais pas laïcard. Donc cette espèce d'angoisse existentielle qui est liée à l'absence de croyances religieuses, collectives, idéologiques, est tout à fait là. Et là, je vous donne raison, les choses ne sont pas simplement économiques. J'ajouterais même que cette absence... Sauf... Vite. Comment dire? Oui, vite, j'accélère. Sauf que c'est cet état d'atomisation et d'absence de croyance collective qui interdit qu'on agisse économiquement. Mais il reste que pour des élites responsables qui voudraient maîtriser ces phénomènes, les seules solutions qu'on peut apporter ne sont pas des débats sur l'identité ou les genres de débats absurdes dont on ne sort pas, y compris ce soir, c'est des solutions économiques. Et ce qui était très frappant dans votre discussion tout de suite, c'est que vous ne parliez que du passé. Des règlements de compte sur l'esclavage. Vous parliez de l'histoire. Personne ne parle de ce manière dont personne ne parle de ce qu'on pourrait faire. Et aussi diplomatique. Le fait est que la France puisse avoir une politique étrangère, déjà, c'est un phénomène d'union nationale. On ne peut plus distinguer la diplomatie de l'économie dans le monde globalisé. On ne peut plus. Il y a aussi la politique étrangère. Il faut arrêter de parler, je dirais, de toutes ces choses du passé. Il faut quand même aborder la question de l'avenir économique du pays. Alors, une minute, Ouria Boutelja. Et diplomatique. J'insiste, s'il vous plaît, si on pouvait ne pas m'interrompre, j'insiste sur le fait, et je reviens là-dessus, puisque je reviens sur la question de l'antiracisme moral, qui pour moi est un désastre intellectuel. Je crois que le racisme est un système de domination, et que celui qui clive la société entre les dominants racialement et les dominés racialement, et que ceux qui sont dominés racialement ne peuvent en aucun cas être racistes anti-blancs, ne peuvent en aucun cas être racistes anti-blancs. Ils peuvent avoir la haine, ils peuvent avoir autant de sentiments haineux ou de conflits, tout ce que vous voulez, mais pas être racistes anti-blancs. Mais dans les pays musulmans, c'est le contraire alors. Et que l'antiracisme moral contre les chrétiens est une défaite de la pensée. Rappelez-vous les slogans de SOS Racisme, touche pas mon pote, et c'est contre ça qu'il faut lutter. On avait un antiraciste blanc c'était un débat entre blancs déjà, un antiraciste blanc qui dit un raciste blanc, touche pas
à mon pote, sachant que le pote en question était un espèce de figurant qui n'est pas acteur de sa vie, et on protège. Je suis quelle couleur, moi? Non, mais vous dites blanc, moi je suis quoi? C'est une catégorie politique pour moi. Ah, c'est une catégorie politique. C'est une catégorie politique. Non, mais moi je suis indigène. C'est un concept. Moi je suis une indigène, ça aussi un concept. Vous êtes un blanc sociologique consubstantiellement dominateur. Non, mais c'est important. Non, mais la soupe. C'est important, ça n'a aucune importance que vous soyez blanc foncé. Moi, je suis blanche et je ne suis pas vue comme blanche. C'est ça le problème. Donc, je rappelle ce débat des années 80 entre le blanc antiraciste qui dit un blanc raciste ne touche pas à mon pote, finalement l'indigène, qui encore une fois n'est pas acteur de sa vie et qu'on protège, si vous voulez, enfin en tout cas l'antiraciste blanc, comme on protège les bébés phoques. Bon, tout ça pour vous dire que d'abord, d'une part, ceux qui vivent le racisme sont acteurs de leur vie et en aucun cas d'autres peuvent les libérer de cet état de fait, et que par ailleurs, il s'agit donc de bien considérer, parce que je crois que ce débat qui va surgir dans les années à venir sur le racisme anti-blanc est dangereux. Et ce débat que vous apportez, M. Goldnadel, au milieu de la place et que vous assumez actuellement... Pleinement. Je sais que vous pleinement, puisque vous me vivez comme un blanc dominateur. Non, du tout, mais moi, je ne vous vis pas comme un blanc dominateur, je vous vis comme je pense. Apparemment, ça n'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. Je serais même un super blanc à vos yeux. Oui, j'ai bien compris, mais de toute manière, les indigènes de la République sont, à mes yeux, les concepteurs de cette détestation de l'homme blanc occidental, et donc je fais mienne vos définitions. Je fais mienne vos définitions. Non, mais il n'y a pas de haine, vous ne le faites pas exprès. On navigue en plein délire, si vous voulez. Ça a été le cas auparavant. Vous avez l'affaire Guggenheim avec Aristote au Mont-Saint-Michel, où ce type a été cloué au pilori. Vous avez en face Vincent Gesser, qui est un chercheur, qui a été cloué au pilori parce qu'il est accusé alors qu'il est un chercheur du CNRS. Donc vous avez des paniques morales croisées où les uns et les autres s'envoient des questions identitaires complètement délirantes, au lieu de se poser avec, pour les uns, une espèce de bonne conscience qui les empêche de voir les problèmes, et pour les autres, une espèce d'idée qui consisterait à dire la France est en voie d'islamisation, comme si nous étions au bord de l'adoption de la charia par une assemblée nationale dominée par les islamistes. Il faut arrêter les délires. Sur la gauche. Non, quand même, sur la gauche, un point. La gauche n'est pas morte. Toutes les régions françaises, sauf une, sont contrôlées par la gauche. Christine Taza, une minute. Oui. Sauf que la gauche n'est plus la gauche depuis longtemps. La gauche joue le même jeu que la droite depuis très longtemps. Ils nous ont vendu à Maastricht, ils nous ont vendu à Bruxelles, etc. Depuis 30 ans. Il n'y a plus de gauche, ça c'est clair. Donc simplement, je suis assez ahurie de voir à quel point certains ici font l'autruche. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, les Français, ils ont un quotidien difficile. On dit, ah non, le problème n'existe pas, je veux pas en entendre parler. Français, madame. On a le quotidien des Français, on vit au milieu. C'est assez étonnant. On est dans une crise civilisationnelle énorme. Il y a un racisme anti-blanc qui se développe. De plus en plus, si madame. J'en reçois des témoignages tous les jours. C'est quelque chose d'important. Oui, moi, j'existe, monsieur. Je suis désolée. Excusez-moi d'exister, monsieur. Donc, ce racisme anti-blanc existe. Les problèmes religieux sont énormes dans les hôpitaux, avec des tas de médecins qui ne réussissent plus à soigner les femmes parce qu'ils n'ont pas le droit de les toucher. Ça, c'est le quotidien. Je suis désolée. Mais c'est vrai, monsieur. Mais c'est vrai. On n'a pas de problème de santé. Les performances médicales de la France sont parmi les meilleures du monde. Si ces problèmes se posaient, on aurait des hausses du taux de mortalité infantile. On ne les a pas. Mais vous plaisantez. N'importe quoi. Je vous arrête parce qu'on n'a plus qu'une minute. Gérard Slama. Mais il y a 15 jours encore, un chirurgien a été agressé par le mari musulman de sa patiente. Ce dernier ne souhaitait pas que sa femme soit examinée par un homme. D'ordinaire, ce type de demande se règle à l'amiable, même si les hôpitaux publics ont été obligés de produire une note pour rappeler le principe de laïcité qui doit s'imposer, surtout en cas d'urgence, bien sûr. Nadia Hadbouziane, Marie Cros. David Benayoun était le seul gynécologue de garde à la maternité. Ce soir-là, il doit traiter dans cette salle un accouchement compliqué. Le mari, intégriste musulman, ne supporte pas la présence d'un homme.
Très vite, dès que je me suis approché, en fait, son mari qui était présent ici s'en est pris à moi dans un premier temps verbalement en me demandant qu'est-ce que vous faites là, et très vite il est passé au tutoiement avec un ton toujours très très agressif. Qu'est-ce que tu fous là? Personne t'a appelé, t'as rien à faire ici. Il a quand même fallu que je fasse les gestes nécessaires pour faire naître son enfant. Et sitôt ces gestes faits, son mari s'en est pris à moi cette fois-ci physiquement, en me prenant en fait par le cou, en m'empoignant, en me tirant limite vers la sortie. L'obstétricien prévient la police et intervient à nouveau auprès de la patiente. Il y a 5 ans déjà, un mari avait menacé d'un couteau le gynécologue de garde. La plupart du temps, les agressions restent verbales, 50 chaque année, mais le malaise, disent les soignants, est permanent. Cette femme est algérienne. Ces conflits dans les hôpitaux français la sidèrent. En Algérie, la religion, c'est l'islam. Mais personne n'exige d'être suivi seulement par une femme. Alors ici aussi, il faut accepter les règles de l'hôpital. On ne peut pas imposer ses propres règles. Sinon, il faut rester là-bas. Pour prononcer les deux mots qui n'ont pas été prononcés jusqu'à présent, vraiment, le mot de république et le mot d'universalisme. Parce que s'il y a quelque chose qui est caractéristique de la République, c'est précisément que ces repères tendent le plus possible vers l'universalisme. Et moi, ce que je regrette, si vous voulez, par rapport à certaines minorités qui sont encore très militantes, et que j'aimerais bien voir quand même devenir un peu plus raisonnables, mais elles ne sont pas nombreuses, c'est qu'elles acceptent précisément, mettant le pied sur le sol de France, d'accepter ce qui est l'essentiel de son message, qui n'est pas une notion d'identité, parce que l'identité, ça ramène au particularisme, mais qui est le message universaliste de la République. Et ça, c'est pas une idée, c'est pas, mais pour tout le monde, figurez-vous, ça se partage l'universalisme. Et ça, c'est pas une idée, c'est pas une idée pour le 19e siècle ou pour le 20e siècle. Je pense que si on veut entrer dans la modernité, on a ça ou on crève. Paul-Marie Couteau, très vite. Je suis frappé que l'on n'ait pas, alors que le sujet est politique, que l'on n'ait pas abordé la question politique, c'est-à-dire une modification brutale, profonde du paysage politique français, et notamment à droite. Je suis à peu près persuadé. Vous n'avez parlé que de ça. J'essaie, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'est tout de même un bouleversement important, c'est peut-être ce que l'histoire retiendra, c'est qu'on est en train de passer d'une droite à l'autre, d'une droite parlementaire, dont d'ailleurs un bon nombre d'éléments ont quitté le logiciel de l'UMP, alors qu'ils sont élus, y compris députés, sénateurs UMP, qui rejoignent le logiciel de la droite nationale, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont failli. Ils savent d'ailleurs très bien que l'année prochaine, s'ils perdent l'Élysée, ils ne sauveront leur siège qu'en faisant la jonction avec le Front National, ce qui était inscrit dans les étoiles. Et que très vraisemblablement, le piège de Mitterrand consistant à couper en deux la droite est en train de s'évaporer dans la nature. Et je vois l'année prochaine, ça me paraît encore une fois inscrit dans les étoiles, surtout lors des législatives de 2012, une jonction, peut-être pas une fusion, mais une alliance, une jonction, en tous les cas localement, entre une partie importante de la droite parlementaire et la droite nationale, ce qui va complètement bouleverser le paysage politique. On pourrait même arriver à un point où la droite perd l'Élysée, mais gagne par des alliances aux législatives la majorité à l'Assemblée. Et très certainement, ça, c'est le fait marquant beaucoup plus que la soupe antiraciste dont on a par-dessus le chapeau, parce que c'est peut-être la perspective d'un rétablissement, on n'a pas utilisé ce mot-là, de la souveraineté, c'est-à-dire de la politique de la France. Plutôt que droite nationale, j'aime mieux l'expression droite républicaine. Un mot... William Goldnadel. En opposition avec M. Todd, nous étions encore dans une période religieuse, nous en sortons, c'était la nouvelle religion profane de l'antiracisme, antiracisme biaisé, avec un mépris large des autochtones. Donc je pense que c'est important. Et d'autre part, oui, pour l'universalisme, mais dans le respect des identités. Il ne peut pas y avoir d'universalisme sans identité non exaltée.